skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Ils sont bien 15 millions rivés à la télé, engloutir le vide d'une fausse célébrité, à deviser entre eux dans une langue désertée de l'exhibition molle des téléprisonniers, abdiquant complètement l'idée même de penser. Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés, encore les platitudes qui traînent en fin de journée. Ouais, hey. Ça tombera pas plus bas, ça tombera, tombera pas plus bas. Je les prononce sans cesse, je les répète sans joie, comme une figure de style qu'on chantonnerait pour soi, comme un espoir craignant qu'un jour on ne le déçoit. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas, ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas, tombera pas plus bas. Ça tombera pas plus bas, ça tombera, tombera pas plus bas. On est drôlement nombreux à élever des enfants, à les entendre dire plus tard quand je serai grand, à leur faire employer au mieux leur entendement, à les aider à être humains intelligents. Cette application-là nous demande un plein temps. Mais parfois, tristement, ce qui vient, c'est du vent, c'est vraiment des phrases sottes, du bon sens pas brillant. Ouais, hey. Ça tombera pas plus bas, ça tombera, tombera pas plus bas. Je les prononce sans cesse, je les répète sans joie, comme je redis 1000 fois le classique tiens-toi droit, comme je rêve d'empêcher ici ce que je vois là-bas. Les enfants font la guerre, ça tombera pas plus bas. Les enfants font la guerre, ça tombera pas plus bas, tombera pas plus bas. Ça tombera pas plus bas, ça tombera, tombera pas plus bas. Et skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, skiddy boom. C'est malheureux, les âmes assassinent le dialogue et s'acharnent sur les restes de l'ancienne Babylone. On tue aveuglément au nom du dieu pétrole. Me vient alors une banalité monotone, me vient alors une banalité monotone. Je sais c'est saugrenu de répondre à la guerre par des mots rabougris comme un cœur dans le formol. Quand on est engagé au plan public, comme c'est mon cas depuis maintenant presque 20 ans, et qu'on a été élu de cette circonscription à l'Assemblée nationale, qu'on a été élu au Conseil général dans ce secteur également, qu'on est élu à la ville de Clermont-Ferrand, centre discontinué depuis 1989, et à Clermont-Communauté, et qu'on est engagé dans les idées qui sont celles de notre mouvement, le Centre pour la France. Bon, il me paraissait tout à fait invraisemblable qu'on ne puisse pas être là sur le terrain pour présenter nos propositions pour la France, et bien sûr faire en sorte que les gens comprennent la nécessité d'aller au-delà de cette alternance gauche-droite qui va encore être sans doute à nouveau installée en France, et qu'il y a une troisième voie. Cette troisième voie est difficile à mettre en œuvre avec le scrutin majoritaire à 2 tours qui verrouille le système bipolaire depuis 50 ans. Mais il faut tenir bon, car si la proportionnelle par bonheur arriver à être installé comme règle du jeu du système démocratique en France, eh bien ça permettrait vraiment à la France d'être réellement représentée à l'Assemblée nationale et d'envisager des voies nouvelles d'union nationale, de rassemblement autour d'idées qui sont bonnes pour notre pays, car notre message à nous, c'est de dire que chaque fois que des idées sont bonnes pour notre pays, il faut absolument les soutenir. Quand elles nous paraissent néfastes, eh bien, il faut savoir ne pas être complaisant et dire non, c'est clair. Dans le système actuel, ce ne serait pas forcément une bonne chose. Je pense que dans la logique des choses, le président de la République, qui vient d'être élu, doit avoir sa majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'on est toujours dans ce système bipolaire et qu'il n'y a pas d'autre choix que celui-là.
c'est celui qu'on impose aux Français. Il faut être ou à droite ou à gauche, ou être toujours dans la position et dire non chaque fois, même que ça peut être bon pour le pays, ou dire oui à chaque fois, hein, comme des godillots quand on est dans la majorité. Et c'est cette voie centrale que nous, on souhaiterait voir s'installer en France, mais il est clair que le système électoral permet difficilement de le faire. Alors, à la question, est-ce qu'il est souhaitable que le président de la République ait sa majorité au Parlement? Oui, mais il sera vite enfermé dans cette majorité socialiste. Pourquoi? Parce que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va se trouver confronté à des problèmes extrêmement graves. Et il faudra à ce moment-là avoir une assise plus large que celle du PS. Et je pense que François Bayrou, homme d'État, aura à ce moment-là un rôle important à jouer. Et je crois qu'on enterre trop vite le genre. Je crois qu'il représente un véritable recours. C'est lui qui a fait le bon diagnostic, c'est lui qui faisait les bonnes propositions. Mais il est clair que ça n'a pas pu apparaître comme la solution dans ce système où pour voter, il faut mettre un bulletin ou dans l'urne de droite ou dans l'urne de gauche. Voilà. Et là, on va voir que c'est tout à fait vital pour le pays. La priorité, c'est celle qui est de la France tout entière, hein, c'est-à-dire c'est le problème de l'emploi. Hein. Tout notre système social, les retraites, la sécurité sociale, les services publics sont financés par la richesse nationale. Bon, à partir des entreprises, à partir des emplois, à partir des charges, hein, qui sont encore bien trop lourdes. Bien évidemment que si les emplois se rétrécissent comme peau de chagrin, on aura encore moins d'argent pour permettre justement cette solidarité nationale qui est fondamentale et prioritaire. Donc, priorité à l'emploi, priorité à redynamiser le fabriqué en France, comme on a su le faire par le passé, dans les années 60-70. Tout ce tissu industriel a disparu, on a tout exporté, on a tout délocalisé. Eh bien, il faut faire le mouvement inverse maintenant. Il faut réapprendre à revenir dans notre pays pour fabriquer en France, créer des emplois, et ça, c'est absolument incontournable. Et puis l'enseignement, c'est fondamental, et l'enseignement primaire. Vous savez que notre système d'enseignement est un des plus performants au monde. Hein? Moi, j'en suis issu. Hein? Les familles, les grandes familles de l'époque, qui étaient modestes de l'époque, ont pu accéder grâce justement à un enseignement de qualité qui a permis de gravir les échelons et de monter dans la société. Je crois qu'actuellement, le gros problème, c'est que une majorité d'enfants, enfin pas une majorité, mais une grande partie, heureusement pas une majorité, mais une grande partie, ne savent même pas lire ou mal lire ou pas compter à la sortie de l'école primaire. Et je crois qu'une grande idée de Bayrou, c'est de dire qu'il faut absolument que les enfants qui sortent de l'école primaire sachent lire et compter, c'est fondamental. Mais pour l'éducation, il faut des moyens. Bon, il est clair que c'est un secteur à prioriser. Hein. Alors, faire partir systématiquement ou ne pas remplacer un départ sur deux dans l'éducation nationale, c'est sûr que c'est quelque chose qui paraît difficile aujourd'hui si on admet que l'éducation est une priorité. Alors il y a sans doute des choses à améliorer pour que ce soit plus performant. Je suis pas un spécialiste de l'éducation, mais il est clair que il y a sans doute des choses et des économies à réaliser et pour être plus pointu dans des secteurs où il faut être performant. Hein. Pour l'emploi, il faut absolument arriver à favoriser, mais de façon très forte, les petites et moyennes entreprises, les TPE, les toutes petites entreprises, parce que c'est là que se trouvent les emplois. C'est eux qui créent des emplois, c'est eux qui créent la richesse nationale. C'est eux qui feront que la croissance dépassera les 1,5% nécessaires à la création d'emplois, parce que quand on est en dessous de 1,5% de croissance, on perd des emplois, ce qui est le cas aujourd'hui. Les résultats du chômage, c'est catastrophique. Bien. Et ça ira toujours dans ce sens tant que la richesse nationale, tant que la production en France ne s'élèvera pas au-dessus de ce niveau fatidique de 1,5 de croissance. C'est clair. Alors il y a un autre secteur dont je voudrais parler, c'est le secteur de l'économie sociale. Autrement dit, tout ce secteur associatif
qui font sur le terrain un travail considérable, qui ne coûtent pas grand-chose à la collectivité, voire rien du tout, et qui pourtant sont incontournables, toutes ces associations d'utilité sociale, qui doivent absolument être prises en compte dans le cadre d'une réforme de la loi 1901, pour qu'elles puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui leur permettraient à la fois de se développer, à la fois pour les emplois qu'elles sont susceptibles de créer. On a recensé dans le milieu associatif plus de 800 000 emplois, et sans doute là c'est un gisement d'emploi pour peu qu'on soutienne ces associations d'utilité sociale pour qu'elles puissent créer de l'emploi. Mais je pense également à l'investissement bénévole de tous ceux qui actuellement encadrent le système associatif, qui ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus. Celui qui est militant syndicaliste, il est reconnu. Par exemple, à différents niveaux. Là, il faudrait que l'élu associatif puisse bénéficier d'une véritable reconnaissance qui lui permette de se rendre disponible comme l'élu syndical. Et ça, c'est acté dans la loi. Il peut quitter son travail sous certaines conditions pour œuvrer dans le domaine dans lequel il a choisi de s'investir. Je pense au plan syndical. Eh bien, il faudrait imaginer quelque chose d'équivalent pour les élus associatifs, de même qu'au niveau de la retraite. Bon, pourquoi on ne pourrait pas imaginer que ceux qui s'investissent dans le système associatif, qui rendent un service considérable à la société et qui permettent des économies là également considérables, mais de bénéficier également de points retraite qui lui permettraient de pouvoir s'investir sans être toujours à penser aux contraintes, si vous voulez, qui représentent la vie professionnelle de tous. Si on veut gagner sa vie, si on veut avoir une retraite, il faut travailler, il faut cotiser. Alors l'élu associatif est dans ce dilemme. Lui, il veut s'investir, il a envie de s'investir au service des autres, mais quelquefois, il se pose des questions, et c'est ce qui fait que la crise du bénévolat qu'on connaît aujourd'hui est peut-être liée au fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'élu associatif. C'est important aussi. Ça serait de faire partie d'un groupe centriste, un groupe central, qui aurait un fonctionnement intelligent, c'est-à-dire que on ne voterait pas systématiquement non parce que c'est le gouvernement qui le propose, ni systématiquement oui parce que c'est la majorité qui le propose. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est bon pour la France ? Voilà, c'est la seule. Si c'est bon pour la France, on soutient. Qu'il s'occupe de l'emploi et aussi de la jeunesse. Je pense aussi à l'école qui est très importante. Donc il y a beaucoup de réformes qui sont à faire au niveau de l'école. Je pense que ça serait une grosse priorité, l'emploi et la jeunesse. Donc, oui, que ça soit quelqu'un de proche et qui connaisse très très bien sa circonscription, qui soit accessible aux gens aussi, c'est important, qui ne soit pas qu'à Paris, qui soit aussi sur le terrain, sur la circonscription du Puy-de-Dôme. Si j'envoie les sondages, ça a plutôt été bien perçu, bien accepté. Voilà, mais là on est dans la partie facile. On vient d'être élu, on s'installe. Je trouve qu'il l'a fait de façon plutôt bonne. C'est un peu l'avis général. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Le dur, c'est les contraintes qui sont incontournables et qui feront que, je le répète encore, dans les semaines et dans les mois qui viennent, on sera obligé de voir peut-être plus large que la majorité socialiste au Parlement.